Bonjour Tsarfat, le podcast de la communauté que vous connaissez bien. Je suis aujourd'hui avec des invités de renom. À ma gauche, j'ai Dan Dré. Bonjour Dan. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Dan, je t'avais présenté comme mon ami ultra-orthodoxe. Je ne sais pas comment je peux te présenter aujourd'hui, tu peux choisir. On va essayer de remodérer peut-être cette fois, on va dire orthodoxe tout court. Orthodoxe tout court, Allez. c'est ça. Non mais j'aime bien les personnalités radicales. Et à ma droite, j'ai d'abord notre invitée de renom, Anna Gourdikian. Anna, bonjour. Bonjour. Anna, tu es une enseignante de Torah, institutrice, tu es une personne qui étudie, tu es une personne qui voyage beaucoup, je ne sais pas comment te présenter, tu es une personne qui recèle beaucoup de mystères et qui a beaucoup de choses à partager avec nous aujourd'hui. Et je suis aussi accompagné d'un ami d'enfance, Jonathan Braun, qui est le président de l'Union mondiale des étudiants juifs. Bonjour Jonathan. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Jonathan, ça fait maintenant 2 ans que tu es président de l'Union mondiale des étudiants juifs. Quasiment 1 an et 3 quarts, on va dire. C'est ça. Il participe donc activement au complot sioniste mondial. Si vous n'avez pas été invité au dernier congrès, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Au programme aujourd'hui, nous allons discuter ensemble de 2 choses qui nous ont tenus beaucoup à cœur. La première, c'est la crise en Afghanistan. En Afghanistan, comme vous le savez, la situation est déplorable. Les Américains, après 20 ans, se sont retirés et ont laissé les talibans au pouvoir. Les talibans qui ont repris le pouvoir ont bien vite fait d'effacer les femmes de la sphère publique de plus en plus et ont créé aussi une crise massive des réfugiés qui pour certains vont chercher à se réfugier en Europe et plus particulièrement en France. On va se poser la question ensemble de savoir s'il y a une responsabilité juive, une responsabilité française d'accueillir ces réfugiés, si oui, pourquoi et sinon pourquoi. Et notre deuxième sujet aujourd'hui sera celui de l'école. Nous sommes en pleine rentrée des classes, rentrée post-Covid. Anna, tu es bien placée pour le savoir. La rentrée des classes est assez chargée. Et en plus de ça, c'est les fêtes. Les fêtes tombent dans des jours complètement ouvrables, les fêtes juives donc de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, qui sont des fêtes où traditionnellement les orthodoxes ne peuvent pas travailler, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas écrire, ils ne peuvent pas prendre la voiture. Et on va se poser la question de savoir s'il est légitime aujourd'hui en tant que juif en France de demander une exemption à l'école. Est-ce qu'on peut encore être un élève juif en France et ne pas aller à l'école, demander à ce qu'on respecte notre droit de ne pas travailler pendant ces jours, ou est-ce que finalement l'école publique n'est plus pour les juifs religieux et il va falloir choisir entre pratiquer sa religion ou être à l'école républicaine. Merci à tous d'être avec nous, merci à tous ceux qui nous suivent. N'oubliez pas de nous regarder sur les réseaux sociaux. Vous pouvez commenter en direct, j'ai le chat à ma droite et je pourrai répondre à vos questions. Dan, tu sais qu'il y a eu une manifestation qui a été organisée, à laquelle j'ai participé, et on a beaucoup suivi ici les manifestations, les associations qui sont venues, et qui nous ont dit qu'il fallait que la France enlève toute restriction par rapport à l'accueil des réfugiés de la crise afghane, que toutes les restrictions qui étaient mises au niveau du chiffre, il fallait que juste aujourd'hui, pendant cette crise, dans cette situation-là, qu'elle soit levée temporairement. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'en effet, dans une situation comme celle d'en ce moment, avec la crise qui est traversée, et comme tu l'as dit, l'état dans lequel est le pays afghan en ce moment, on a besoin, de façon internationale d'ailleurs, mais la France peut-être aussi en particulier, d'accueillir en tout cas le maximum possible au niveau des migrants, et c'est ce qui est déjà d'ailleurs prévu par certains textes de loi. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà accueilli assez de monde ? Ça veut dire que là j'ai les chiffres devant moi, rien que pour c'est la première image, il me semble, vous avez vu, la France a accueilli pas moins de 30 000 réfugiés en 2020. Sur la source étant les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés, 30 000 réfugiés afghans, ce qui nous fait le 3e pays à en avoir accueilli le plus. Et certaines associations vont demander qu'on lève encore plus les restrictions. Est-ce que ça fait pas un petit peu beaucoup, Jonathan ? Je pense pas que c'est vraiment une question de... Enfin, c'est compliqué de calculer beaucoup et aussi de comparer, mais on a vu là sur le graphique qui était montré que l'Autriche, par exemple, est devant la France, alors que c'est un pays qui est bien plus petit en termes de taille et de population. Donc je pense plutôt que ça dépend d'une volonté ou non d'être prêt à accueillir. C'est pas nouveau avec la crise des migrants afghans. On a une crise des migrants en Europe
de toute la région de Syrie et de l'Orient, on va dire, qui dure depuis bientôt 5-6 ans. Et c'est aussi une question non répondue à laquelle beaucoup de politiciens refusent de se mettre, et spécialement plus à l'approche des présidentielles qui vont pas aider les gens à se mettre dans un sens très strict ou non. On voit l'Allemagne qui a quasiment la même population que la France, une taille à peu près similaire, on va dire une puissance économique, en tout cas en Europe, très similaire, qui accueille bien plus de réfugiés. Et justement, voilà. Anna, Christian Estrosi, le maire de Nice, le maire républicain de Nice, a dit qu'il ne serait pas prêt, comme les maires écologistes, à accueillir des réfugiés afghans dans sa ville, à cause du fait que, je cite, la ville avait été déjà assez marquée par le terrorisme. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration ? Est-ce qu'il est raisonnable de faire un lien entre les réfugiés et le terrorisme potentiel ? Alors déjà, je trouve que la déclaration est choquante. Évidemment, c'est très très compliqué de faire un lien comme ça entre le terrorisme et les réfugiés. Cela étant dit, je pense que c'est assez important aussi je rebondis sur ce que disait Jonathan. En fait, ce qui compte, c'est pas tellement le nombre de personnes qu'on va accueillir, mais c'est la manière dont on les accueille. Et aujourd'hui, en France, on accueille mal en fait, les réfugiés, et donc du coup, on décide d'ignorer le problème. Et on a des situations de crise sécuritaire et sanitaire qui sont terribles en France. Qu'est-ce que tu veux dire, on accueille mal ? Alors, évidemment que la question se pose lorsque des personnes d'autres pays arrivent en France de manière illégale sur des questions sécuritaires, et on l'a montré aussi, on l'a observé. Il y avait parmi des migrants qui arrivent sur le territoire européen des personnes qui ont été désignées comme étant potentiellement dangereuses parce que radicalisées. Donc c'est un phénomène qui existe évidemment, mais il n'y a pas de processus bien établi pour pouvoir accueillir les personnes qui sont réfugiées. Et ces personnes qui sont parmi tous les migrants qui arrivent sur le territoire européen, la plupart et la grande majorité sont des personnes qui fuient des situations de guerre, des situations de crise économique et sanitaire. Et donc, du coup, évidemment qu'on a une responsabilité, nous, en tant que territoire européen et développé, d'accueillir ces gens qui sont en crise. Mais il faut le faire de manière légale. Il faut essayer de mettre en place un processus pour ne pas se retrouver avec des questions sécuritaires qui pourraient être dangereuses aussi pour le territoire européen. Et Dan, là, Anna nous a parlé en tant que territoire européen, qu'on aurait une responsabilité. Est-ce qu'en tant que juif, tu penses qu'on a aussi une responsabilité spécifique d'organiser cet accueil ou de manifester notre soutien à cet accueil ? Alors au départ, quand on pense à cette question-là, moi, je trouve qu'on dirait plutôt que c'est une question nationale, avant d'être une question religieuse. Est-ce qu'il faut accueillir des migrants ou pas ? De toute façon, le judaïsme ne pourra donner qu'un avis là-dessus et absolument pas influer tellement sur les décisions nationales. Maintenant, on peut dire effectivement quelles sont les valeurs en tant que juif qu'on veut défendre. Et il est évident, je pense, en tant que juif, qu'on doit défendre le fait que quelqu'un qui se retrouve, que ce soit un étranger ou quelqu'un de son pays, sans différence particulièrement, en situation de crise, de besoin, qu'on fasse le plus le nécessaire pour essayer de l'aider le plus possible. Maintenant, la question que je me demande, c'est quel pouvoir ont les instances juives en France, en tout cas. J'ai pas entendu du tout. Peut-être que mes camarades auront effectivement eu, il y a un problème pour moi. Pour moi, il y a un problème au niveau des instances juives qui ne sont absolument pas manifestées. On a la chance d'avoir le représentant d'une instance juive avec nous aujourd'hui, Jonathan. Qu'est-ce que tu penses ? Il y a l'UEJF à qui tu travailles, il me semble, régulièrement. L'UEJF a appelé à la manifestation avec SOS Racisme, c'est l'image numéro 2, il me semble. Il y a eu une grande manifestation, vous voyez, avec énormément d'associations très très différentes les unes des autres. Donc on a en même temps donc, Amnesty International, la CGT, l'Assemblée des femmes, l'UEJF, tous ceux-là qui ont, et SOS Racisme bien sûr, tous ceux-là qui se sont joints à l'appel en solidarité avec les Afghans. Mais ce sont la seule, à ma connaissance, au niveau du judaïsme francophone, à s'être manifesté. Est-ce que tu connais d'autres associations qui se sont manifestées ? Et qu'est-ce que tu penses du silence des grandes associations
francophone aujourd'hui. Je sais peut-être que je te mets dans une situation difficile, Non, mais c'est mon but. C'est juste, ça va être une réponse un peu plus longue parce qu'elle est un peu complexe. Ou politique. Déjà, en France, il faut absolument, et politique tout à fait, en France, il faut féliciter le fait que de nombreuses associations, spécialement les étudiants, qui ont moins de relations politiques et qui peuvent se permettre de dénoncer plus de choses, se soient bougés et agi, et c'est absolument magnifique et très respectable. Et je pense aussi que la responsabilité du côté juif, c'est qu'on se plaint souvent qu'à la manifestation contre l'antisémitisme, il n'y a absolument personne d'autre que la communauté juive. Ouais. Comment on peut faire un reproche qu'on ne tiendrait pas nous-mêmes? Donc à nous aussi d'aller faire le pas vers les autres communautés et de dire il y a d'autres minorités qui subissent des délits ou des manquements, et à nous d'aller les soutenir aussi, parce qu'on a vécu ça, et malheureusement parce que la communauté juive a une expérience terrible, mais une expérience certaine dans ce genre de situation. Donc pour ça, très clairement, c'est quelque chose qu'on doit faire, et pour moi c'est une responsabilité en tant que, pas religieuse, mais en tout cas de tradition juive. Maintenant, il y a eu beaucoup d'organisations aussi étudiantes européennes. Il faut savoir que cet été, il y a eu l'Assemblée générale de l'Union des étudiants juifs d'Europe qui a fait passer une motion qui demande à l'Union européenne et au Parlement européen, avec qui ils travaillent de façon très régulière, d'ouvrir les frontières et d'accueillir les réfugiés afghans. Donc c'est quelque chose qui a été voté par toutes les unions d'étudiants juifs en Europe, comme l'UEJF en France, mais avec leurs collègues de Suisse, d'Espagne, d'Italie, de nombreux pays européens. Donc c'est quelque chose qui a été vraiment poussé au niveau européen. Pour le côté des grandes fondations et grandes associations juives qui sont souvent aux États-Unis, la situation est beaucoup plus compliquée parce qu'il y a une relation très privilégiée avec le président des États-Unis, Biden, qui pour l'instant entretient de très bonnes relations avec la communauté juive, qui est un allié contre l'antisémitisme, ce qui monte énormément aux États-Unis. Et donc on ne veut pas se le mettre à dos, et par conséquent, critiquer le retrait d'Afghanistan par les États-Unis, c'est tout de suite critiquer sa politique et sa mise en place de la situation. On peut dire qu'on ne critique pas le retrait, mais on peut dire que maintenant il faut en assumer les conséquences, et assumer les conséquences, c'est surtout assumer la crise massive des réfugiés, des personnes qui ne veulent pas assumer ce retrait. Sur ce coup-là, il y a énormément de ces organisations qui se sont donc permis de faire une sorte de statement officiel d'appel à l'aide et à l'entraide et à soutenir par exemple HIAS, H-I-A-S, qui est une grande organisation qui est à la base juive pour l'aide aux réfugiés, qui était à l'époque pour les réfugiés juifs d'Europe de l'Est, aux États-Unis majoritairement, et qui maintenant s'occupe de réfugiés d'autres causes. Mais on n'a pas d'équivalent en Europe, mais c'est quelque chose où on va appeler à l'aide pour les réfugiés, mais sans rentrer dans la politique parce qu'on ne veut pas se mettre à dos des relations importantes. Non, mais c'est vrai que pour moi, il y a une responsabilité juive, et je suis heureux de voir qu'aux États-Unis au moins il y a des gens qui se mobilisent, et j'étais assez choqué, je sais pas ce que t'en penses, Anna, du silence, moi qui assez silence assourdissant, si je peux me permettre cet oxymore, des associations juives qui sont souvent là pour dénoncer la montée de l'antisémitisme, pour dénoncer les crises sociétales qui vont faire monter cet antisémitisme, pour dénoncer l'inaction des pouvoirs publics quand il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et là, ces associations, tout à coup, alors qu'on a des dizaines de milliers de personnes qui vont vouloir venir en Europe et qui vont vraiment fuir une situation de crise qui est horrible, eh bien, sont muettes. Alors que comme ça, on peut citer des versets entiers, des pans entiers de la tradition talmudique, biblique, qui vont dans le sens de cet accueil-là. Je citerai juste Ve'ahavta et ta guerre, tu aimeras l'étranger, qui est dans Deutéronome, dans le Deutéronome, mais il y en a plein d'autres. Et puis il y a aussi, d'ailleurs c'est dans la Bible, on le voit, quand on nous quand on nous demande de ne pas oppresser l'étranger, on nous dit ensuite qu'on ne doit pas l'oppresser parce que nous-mêmes on a été étrangers en Égypte. Et je trouve que c'est super important de se souvenir aussi de ça, du statut des Juifs pendant des siècles et des siècles, de leur statut de réfugiés permanents, de ne jamais vraiment pouvoir s'installer quelque part. Et lorsque l'on est installé, on sait qu'on va pouvoir à tout moment être viré, éjecté dans la plus grande des violences. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec une grande partie de la population afghane. Je pense notamment aux personnes qui avaient des rôles spécifiques dans la politique, des femmes qui enseignaient. Je pense aussi beaucoup aux femmes afghanes qui ont eu pendant ces 20 dernières années l'occasion d'étudier, d'aller à l'université, d'être enseignantes, et qui sont aujourd'hui
effacées de l'espace public, à qui on explique qu'elles ne peuvent pas enseigner à un public mixte. Et cette régression-là, c'est vraiment très très difficile à vivre pour ce peuple. J'écoutais l'autre fois sur France Culture une émission sur l'Afghanistan. Ils ont fait une série, 4 épisodes sur l'évolution de l'histoire en Afghanistan. Et un historien commentait en fait la différence entre les jeunes Iraniens et les jeunes Afghans. Et il disait que les jeunes Afghans étaient beaucoup plus vindicatifs, avaient beaucoup plus de revendications parce qu'ils ont connu une forme de liberté, ils ont connu une forme d'accès à l'éducation beaucoup plus pour les femmes, par exemple, qu'en Iran. Et donc, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette digression, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est important de se souvenir quand on est juif, et à ce titre, je pense qu'il y a vraiment une responsabilité juive morale, au minimum d'alerter et de se positionner quant à ce sujet. Et ce que tu disais tout à l'heure, je suis complètement d'accord, on ne peut pas, pendant les manifestations qui sont faites contre l'antisémitisme, appeler les autres communautés et la population française à nous soutenir lorsque nous-mêmes on est incapable de le faire, lorsqu'il s'agit d'autres populations, d'autres pays et d'autres causes qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont les nôtres quand même. Et quand on parle du risque du terrorisme, est-ce que, Dan, tu penses qu'il y a une véritable possibilité que ce soit une porte d'entrée pour le terrorisme, ou est-ce que c'est juste une forme de fantasme de droite, on se trouve un petit peu des excuses en disant moi j'ai pas envie d'accueillir ces personnes chez moi, qu'ils aillent ailleurs, accueille-les toi dans ta cuisine, tu verras bien, et puis après on verra. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des personnes qui disent que c'est vraiment un risque qu'il y ait des terroristes qui rentrent sur le territoire à cause de la crise? Je pense en tout cas qu'il faut se poser la question de quels sont effectivement les arguments des personnes qui ne veulent pas aujourd'hui, ou qui ont peur tout simplement de recevoir ces immigrés-là. On sait évidemment que l'Afghanistan a été le terreau d'Al-Qaïda. D'après mes recherches, ce que j'ai trouvé, c'est que Laurent Nunez, qui est coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, lui pointait effectivement un potentiel danger sur la possibilité que des terroristes se fassent passer pour des réfugiés et afghans afin de pouvoir pénétrer sur le territoire. Il a dit que c'était une des inquiétudes et que c'était donc à l'étude de cette organisation-là qui essaye même à l'extérieur de la France de prévenir des possibilités terroristes. Oui, mais en fait, finalement, les terroristes, les derniers attentats terroristes qui se sont passés, c'était des réfugiés ou c'était des Français? J'allais enchaîner là-dessus et ce qui a été dit du côté justement de l'extrême droite, c'était que tous les terroristes, en général, sont des immigrés. Ce qui est absolument faux. Sur les 22 cas qui ont été recensés, seuls 7 terroristes n'avaient pas la nationalité française. Tous les autres sont nés en France et donc sont totalement de nationalité française et ont vécu toute leur vie en France. Certaines fois, ils avaient fait des voyages en Syrie et étaient revenus sans peut-être suffisamment de contrôle à ce moment-là par rapport à ce qu'ils étaient allés y faire. Mais en tout cas, ils restaient français et comme tu dis, il n'y a pas de relation directe en tout cas à faire entre une origine ou en tout cas une nationalité et le fait d'être terroriste ou pas. En France en tout cas c'est impossible de la faire. Non mais en tout cas je suis d'accord avec complètement avec ce que tu dis. En revanche il y a quand même un risque sécuritaire qui est pointé par les renseignements généraux de la France et d'autres pays. D'où la nécessité d'encadrement, j'aurais dit. Exactement, d'où la nécessité de bien accueillir ces gens, pas de ne pas les accueillir mais de le faire bien, de le faire en sorte qu'il n'y ait pas le paradoxe que quand un Japonais ou un Chinois viennent en France ils doivent passer tout un processus de visa et doivent entrer en règle, alors qu'il y a beaucoup d'immigrés et de migrants afghans qui arrivent et on ne sait pas les accueillir et on le fait mal. Il y a encore des camps de migrants. Enfin, c'est vraiment déplorable la manière dont sont traités les gens qui arrivent sur le territoire. On a l'impression de ne pas avoir envie de les accueillir, en fait. On les accueille sans. Et donc, sans du coup, on ferme les yeux, on met des œillères et voilà, le problème disparaît. Mais tout non. À fait. Écoute, moi ça me fait beaucoup réfléchir en tout cas sur notre propre capacité, on va dire individuelle, de s'investir pour rendre la vie plus agréable à ces personnes-là. Il y a beaucoup d'associations qui font un boulot super, des associations qui étaient partenaires du rassemblement. Et je vous invite à aller les soutenir, à regarder sur la page du rassemblement et aller les soutenir si c'est un sujet qui vous tient à cœur. On va passer au deuxième sujet. Est-ce que je peux juste rajouter une petite dernière chose? Quelque chose, bien sûr, Anna. Et je trouve aussi que c'est assez symbolique ce qui se passe en ce moment parce que ça va bientôt être la fête de Soukhot et c'est une fête dans laquelle nous on sort de notre confort matériel pour manger, vivre, dormir parfois dans des cabanes, donc dans le confort le plus rudimentaire, dehors, sans
voilà, sans protection comme c'est le cas quand on vit dans une maison. Et ça nous remet dans cette situation-là de précarité. Et du coup, peut-être qu'on peut tous profiter, en tout cas, nous, on peut profiter de cette fête pour essayer de se remettre là-dedans et de faire de cette fête de Soukhot quelque chose qui a plus de sens et qui a un sens pour nous aujourd'hui et pas qui a forcément un sens historique, mais qui fait sens pour nous dans notre réalité. Voilà. Merci beaucoup Anna. Et à propos de Soukhot justement, les fêtes approchent, c'est la rentrée. Et on a un problème, moi j'ai toujours un problème, j'étais pas en école juive pendant une partie de ma scolarité. Et quand arrivait septembre, j'allais à l'école et je devais dire bonjour au professeur. Et 3 jours plus tard, je partais parce que j'avais fête juive, 2 jours passés à manger et à la synagogue, à prier et à manger. Ensuite tu reviens, mais tu dois repartir parce que tu dois passer 12 heures à la synagogue sans manger, sans boire cette fois-ci. Tu reviens et tu repars et en fait tu dois passer une semaine à manger dans une cabane. Et ça faisait un petit peu beaucoup de cours à rater, surtout pour quelqu'un, des personnes qui sont jeunes. Mais ça crée aussi un problème, ou en tout cas ça fait poser la question de notre place à l'école non juive, à l'école républicaine. On se dit finalement, ma pratique religieuse que je fais passer avant beaucoup de choses va passer avant aussi une partie de mon travail, même si bien sûr mes parents étaient derrière, il fallait que je rattrape les cours que je demande à mes amis, de rattraper les cours, que je fasse tous les devoirs, etc. etc. Mais ça pose la question... est-ce que c'est une faveur qu'on doit demander, qu'on peut demander aux écoles? Et dans ce cas-là, si c'est une faveur, qu'est-ce qui se passe s'ils refusent? Et dans le deuxième cas, est-ce que c'est un droit? Est-ce que c'est un droit? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est de revendiquer ça au niveau de l'école républicaine et de dire nous sommes des citoyens égaux en droit et donc nous devrions avoir ce droit d'exemption de pouvoir passer à un moment notre vie, ne pas faire passer notre vie religieuse après cette vie à l'école, etc. Et puis en soi, faut pas se mentir, 6e, 5e, c'est pas 2 jours de cours qui vont te mettre derrière et qui vont faire que tu vas pas aller à Harvard, en tout cas pour la plupart des gens. Mais n'empêche que c'est quelque chose et c'est symboliquement très chargé. Et donc voilà, moi j'ai eu une expérience finalement assez positive, que ce soit au collège ou à l'université, j'ai toujours pu m'arranger, mais jamais en demandant, en exigeant ça comme un dû. Ma posture était celle de s'il vous plaît, je sais que vous nous faites une fleur, mais voilà, je vais devoir rater ces cours. Est-ce que ça vous embête pas si c'est un devoir, s'il y a un galop d'essai parce que j'étais en droit, de me le refaire passer après, etc. Et les professeurs ont toujours été très arrangeants. Mais il y a des personnes pour qui ça ne se passe pas du tout comme ça. On a des personnes qui ratent des concours d'entrée parce que c'est le samedi, qui ratent des concours aux grandes écoles, qui ne peuvent pas venir. Et c'est un problème. Est-ce qu'il faudrait militer maintenant pour que dans la loi, ou que dans la loi, ou en tout cas que dans une forme de jurisprudence qui se crée sur le fait qu'il y ait des exemptions. Anna, c'est quoi ton expérience, toi? Alors déjà, juste petit point juridique, il y a un droit, la loi prévoit ces situations-là pour les fêtes catholiques, musulmanes, juives et arméniennes. Un droit, donc moi j'ai deux fois plus de vacances. Donc il y a ce droit-là pour certaines fêtes, donc pour les fêtes juives par exemple, c'est Shavuot, Kippour et Rosh Hashanah, une exemption. Donc l'élève n'a pas besoin de se justifier et peut ne pas assister au cours, l'élève ou l'enseignant en fait. Donc c'est un droit qui est à la fois pour les enseignants dans le public et pour les élèves, donc les élèves de l'école primaire, du collège et du lycée. Et ça c'est dans toute la France, c'est pas juste dans le Concordat? Non, c'est un droit reconnu français pour les élèves et même pour les salariés normalement. Enfin, en tout cas, la loi prévoit ce cadre-là pour ces fêtes-là. Alors évidemment, par exemple, la fête de Soukhot arrive, la fête de Soukhot n'est pas prévue dans le calendrier de ces fêtes qui permettent une exemption. Donc déjà, on n'est pas si mal loti que ça, puisqu'il y a quand même déjà juridiquement quelque chose qui existe. Moi, mon expérience de ça, c'est que je travaille dans une école juive, donc c'est un problème qui ne se pose pas du tout. Mais je pense que la plupart des parents qui mettent leurs enfants en école juive ont aussi beaucoup ça en tête, en fait. Je pense qu'il y a des parents qui pourraient tout à fait, éthiquement, moralement, même dans leur vision du monde, mettre leurs enfants dans un système laïque à l'école républicaine et qui ne le font pas parce qu'ils se retrouvent dans des situations dans lesquelles c'est toujours très compliqué de venir se justifier et comme la religion est quelque chose d'assez tabou quand même. Mais c'est triste, est-ce que finalement ça fait pas augmenter le communautarisme? C'est-à-dire que on nous dit
vous avez un choix, soit vous renoncez à votre identité religieuse pour pouvoir vous mêler aux autres dans l'école républicaine, soit vous devez complètement mettre votre religion au-dessus de tout et aller dans une école juive. Mais il y a des gens qui n'ont pas forcément envie que leurs enfants soient entourés que de personnes qui pensent comme eux. Il y a des gens qui ont envie de mettre leurs enfants dans une école où il peut y avoir des personnes de tous les horizons, de tous les genres, voilà, de toutes les idéologies. Et qui aimerait bien pouvoir faire ça, mais qui aimerait aussi pouvoir respecter le Shabbat et les fêtes juives, et qui aimerait ne pas avoir à choisir. Et finalement, est-ce que cette vision de l'école républicaine un petit peu universaliste ne fait pas ne produit pas l'effet inverse de ce qu'elle est censée produire, c'est-à-dire elle va radicaliser les identités, elle va les polariser. Les personnes qui aimeraient comme de temps en temps pouvoir faire passer leur religion un petit peu au-dessus, pas forcément tout le temps, mais sur des choses importantes comme par exemple Sukkot qui n'est pas prévu par la loi, ces personnes-là vont être poussées à mettre leurs enfants en école juive alors qu'ils ne l'auraient pas forcément mise. Et de l'autre côté, des personnes qui étaient un petit peu, je sais pas, ça c'est quelque chose qui me plaît, la religion, mais j'y tiens pas forcément, vont être radicalisées et polarisées dans le sens, dans tous les cas, je suis à l'école républicaine, je ne peux faire aucune des fêtes. Est-ce que ça produit pas finalement l'effet inverse, Jonathan? Pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est un souci que moi j'ai vécu spécialement pas à l'école mais à l'université, parce que ça continue aussi à l'université, spécialement quand la rentrée, que ce soit à l'école ou à l'université d'ailleurs, c'est souvent pendant les fêtes de Tishri, donc le mois de septembre, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et c'est les fêtes sur lesquelles même les gens qui ne sont pas très pratiquants ne tergiversent pas trop en général. Et ça fait que on peut rater la journée de présentation des cours, on peut rater la première rencontre avec d'autres élèves, donc on se retrouve tout de suite très isolé. Si on n'a pas des amis sur place, surtout quand on étudie dans une ville de laquelle on ne vient pas, je prends l'exemple tout bête de quelqu'un qui va à Paris pour ses études, qui ne connaît pas encore la ville, qui ne connaît pas les autres élèves de son école, ça peut être très très difficile comme rentrée, et ça crée certainement un différent de chance et une certaine isolation si on n'est pas un certain isolement si on n'est pas bien si on n'est pas bien isolé si on n'est pas bien entouré en tout cas et pour ce coup là c'est vrai que ça va faire que beaucoup d'élèves vont par choix des parents vont se retrouver en école juive parce qu'ils ne voient pas d'autre option et je pense même qu'au regard de cette loi beaucoup ne sont pas au courant, que ce soit des élèves mais aussi des professeurs ou des responsables d'école, des directeurs, etc. Dans mon cas, j'avais dû repasser certains examens à l'université en rattrapage, après négociation avec le doyen de l'université, parce qu'à la base, il n'y avait pas de rattrapage, et donc il n'y avait aucune possibilité pour moi, à part l'échec universitaire. Ah oui, d'accord, donc toi, tu as eu cette expérience finalement. Où il y a le concordat, et on est quand même censé être au courant de tout ça. Ça avait été très compliqué pour moi de négocier ça avec ma fac. Mais alors, je ne sais pas comment ça se passe à l'université, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est vrai que c'est une loi qui est assez peu connue, mais c'est un droit qu'on a le droit d'exercer. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'elle soit si claire que ça. Moi, en tout cas, ce que j'avais trouvé, c'est le document de cette année du ministère de l'Éducation nationale, de juillet 2021, je vous la lis. Il disait des autorisations d'absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses, donc c'est les 3 dont tu parlais, Anna, qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année. Et ensuite, les demandes d'absence systématique ou prolongée doivent être refusées lorsqu'elles sont incompatibles avec les exigences de scolarité et de l'organisation des services. Oui, donc en fait, la seule exception, ça serait par exemple le Shabbat. Le Shabbat déjà, voilà. Parce que le Shabbat, c'est quelque chose qui est récurrent. Donc si on a cours samedi, donc ça ne pourrait pas fonctionner pour un élève de terminale qui a cours samedi matin, par exemple. Ça, c'est certain. Mais par contre, ça fonctionnerait très bien pour des élèves qui n'ont pas cours samedi et dont les fêtes tombent à la rentrée ou un enseignant. Et ce qui est intéressant, parce que anarchiquement, donc au niveau légal, de la hiérarchie légale pour les juifs, il y a le samedi, le Shabbat, et tout aussi important que les autres fêtes, et la fête de Sukkot est tout aussi importante que celle de Rosh Hashanah au niveau légal, Pessah aussi, la Pâque juive. Donc le calendrier qui a été fait, c'était une forme de compromis en mode je te donne une petite partie, je te donne un tiers de tes fêtes, mais pour les personnes à qui il y a une certaine importance au niveau de la hiérarchie légale et pas juste de la tradition, mais qui respectent la loi juive, eh bien ça leur change rien. Ok, ils sont contents d'avoir ça sans discuter, mais ils vont quand même devoir discuter pour la suite. Donc finalement, il aurait peut-être mieux fallu ne rien avoir et avoir une forme de jurisprudence qu'on tolère, alors que là, on peut nous dire, bah non, là, je te l'ai donné ce jour-là parce que c'était sur la circulaire, mais maintenant que je t'en ai donné un, ne me demande plus rien parce que ça, c'est pas sur ma circulaire à moi. Tout à fait, ça empêche un dialogue, j'ai l'impression. C'est ce que tu dis. On dit, bon voilà, dans la loi, il y a ça, et donc ça, je te le donne, mais pas plus. Et finalement, il n'y a plus ce dialogue entre les coreligionnaires et les écoles.
Et d'ailleurs, en fait, je pense que la complexité du problème, elle vient aussi du fait de la méconnaissance forte aujourd'hui de la France pour les religions de manière générale, Ouais, et le la fait religion religieux juive en encore général plus. fait peur, t'as raison. Parce que j'avais vu ça d'ailleurs passer sur Twitter, une réponse à laquelle tu as donné. Les gens ne savent pas du tout à quel point, pour un juif pratiquant, c'est strictement impossible d'envisager d'aller un samedi à l'école ou de rater une fête pour y aller. Tout simplement, il ne peut pas le faire. C'est pas son choix, c'est même c'est son éducation qui est comme ça. Et dans la tradition juive, on ne peut pas reporter ça à un autre moment. Et comme ils ne le savent pas, pour eux, ça semble vraiment venir d'une autre planète, quoi. En fait, il y a une vision un petit peu catholique ou catholicisante de la religion en France, c'est-à-dire qu'on imagine que la religion, le fait religieux, il est plaqué sur ce qu'on connaît de la religion catholique, et donc il y a beaucoup moins cette exigence au niveau légal, et c'était un petit peu toléré, il y avait une forme de tolérance avant, à l'époque, les juifs pouvaient s'arranger un petit peu, ils allaient à l'école, ils notaient pas, ils posaient leur stylo, etc. Mais on a l'impression qu'il y a aussi quelque chose qu'on entend souvent, c'est qu'avec l'arrivée des vagues d'immigration musulmane, eh bien, maintenant, il y a eu vraiment un chiffre, il y a un nombre de personnes qui réclament certaines exemptions religieuses. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a une réponse légale qui s'est durcie au niveau de la France, qui tenait à son universalisme républicain et qui a dit, bah, si c'est comme ça, on va durcir les conditions de la loi, un petit peu comme les ultra-orthodoxes là, qui durcissent les halakha, les conditions d'évolution de la halakha. Là, on a les ultra-orthodoxes de l'éducation nationale Voilà. qui sont arrivés et qui ont dit, non mais si c'est comme ça, les gens commencent à arriver et à dire, on veut ça, on veut ça, on veut ça, eh bien nous, on va mettre un frein. Et moi, ça me fait poser la question de la posture, c'est-à-dire dans quelle posture on est, et c'est la question que j'ai posée au début, à laquelle finalement j'ai pas encore répondu. C'est-à-dire dans quelle posture on est. Est-ce qu'on demande des exemptions, des faveurs, et s'il vous plaît vraiment, ce serait vraiment sympa, ou est-ce qu'on dit non, on est citoyen, on a des particularités en tant que citoyen, et c'est pas ça, c'est pas ma particularité religieuse qui m'empêche d'être citoyen, au contraire, c'est ma particularité religieuse qui va m'enjoindre à être un meilleur citoyen, et donc c'est cette particularité religieuse aussi que je vous demande de respecter quand je vous demande une exemption au niveau du samedi, au niveau de Rosh Hashanah. Oui, mais bon, en France, c'est pas du tout la vision c'est pas du tout la vision. En tout cas, ce que je dépeins là, c'est pas du tout la vision française de la laïcité et de la République. En France, pourquoi est-ce que on ne peut pas trop se différencier ? Parce que l'école doit effacer ces différences-là afin de rétablir une forme d'égalité aussi. Donc, c'est très difficile même si tu viens expliquer à quelqu'un qui n'a aucune connaissance sur le judaïsme que c'est une loi qu'il faut respecter et que toi, en tant que juif orthodoxe, tu respectes plus cette loi-là que la loi de la République, tu vas faire fuir les gens. C'est extrêmement effrayant pour quelqu'un qui a été élevé dans un système laïque traditionnel de dire qu'on respecte plus la loi de sa religion que la loi de l'état dans lequel on vit. Et en plus, c'est pas tout à fait ça, parce que même dans le judaïsme, on est quand même invité à respecter la loi du pays dans lequel on se trouve, et c'est une valeur très importante. Mais n'empêche qu'à la fin, moi ça me faisait bien rire quand je voyais les sondages du Point, etc. Attention, tel nombre de musulmans passent la religion avant leur identité française. Mais j'ai envie de leur dire, mais moi je ne vais pas à l'examen le samedi, ça veut pas dire que je respecte pas la France, ça veut juste dire qu'effectivement je vais faire passer ma religion avant beaucoup de choses, parce que c'est les principes par lesquels je vis, mais ces principes par lesquels je vis vont m'enjoindre à être un meilleur citoyen, un meilleur humain, et c'est toujours en tant que juif, en tant que religieux que je participe à cette société. Mais Et ça, puis c'est toi. pour nuancer ce que tu dis, Anna, aussi, c'est pas, on n'enfreint pas la loi quand on vient pas en cours. À ce moment-là, à la limite, s'il n'y avait pas ces droits dont on parlait, des fêtes, etc., on serait puni entre guillemets par le fait que s'il y avait un examen. Peut-être qu'on enfreint la loi parce qu'il y a l'obligation de scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans aujourd'hui. Bien Ah sûr. oui, mais d'y aller de manière générale, maintenant, être absent un jour ou deux, je sais pas si on pourrait faire ça. Dans l'idée, moralement, dans l'idée, on pourrait dire que ça contrevient à la volonté française et républicaine de scolariser tous les élèves de la même manière. C'est une vraie question, je me demande. Mais je suis vraiment, sur ce côté-là, je suis vraiment pas d'accord sur le côté de la loi, parce que de la même façon qu'une mère va se permettre de dire, bah écoutez, il y a le mariage de mon grand-oncle, on va y aller, on va rater 2 jours d'école. C'est quelque chose d'un peu important pour nous, la famille ou la religion, ou qu'importe ce que... Il a une compétition sportive ou de piano parce qu'il fait le conservatoire à côté. Ça va pas du tout être choquant. Et en fait, c'est juste cette notion de religieux qui fait très peur. Et je pense vraiment pas que c'est une question on déresponsabilise en face de la loi française, etc. Parce que de l'autre cas, personne ne va jamais
justifier aujourd'hui, on a une loi dans le judaïsme qui dit Dina de Malchuta Dina, la loi du pays dans lequel on est la loi. Donc si cette loi contredit formellement une loi juive, c'est cette loi qui est privilégiée, comme par exemple avec le mariage avec plusieurs femmes. Dans la religion juive, de principe, c'était autorisé. Dans les pays dans lesquels les juifs ont émigré, majoritairement en Europe, c'était interdit. Donc c'est devenu interdit. Et c'est quelque chose qui est devenu complètement interdit dans le judaïsme parce qu'on suit la loi du pays dans lequel on vit, on s'adapte à l'endroit. Maintenant, mais il y a des adaptations, il y a des limites à l'adaptation. C'est-à-dire que, par exemple, demain, on m'a dit, par exemple, le samedi, c'est un jour dans lequel il y a cours. Et bien voilà, moi, je refuse cette adaptation. Et ça veut dire que, est-ce que je suis un mauvais français parce que je dis, j'ai des limites à cette adaptation-là. Je suis français depuis des générations. Mais en tant que juif, j'ai placé certaines limites et certaines conditions à ma vie dans le pays. Et c'est des principes moraux qui vont me guider. Et c'est-à-dire que je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, à l'école, ça veut dire on va pas te faire de remarques si tu as un t-shirt chez Guevara. Alors que en fait finalement c'est des principes moraux de vie qui vont te guider, etc. Aujourd'hui les gens ne savent pas aujourd'hui, mais techniquement on le ferait. On fait des remarques à l'école sur la tenue des filles, sur les shorts, donc voilà. Il n'y a pas que le fait religieux qui choque, il y a aussi beaucoup d'autres choses, il y a aussi beaucoup de valeurs morales qui rentrent en compte. Je pense que en fait évidemment que ça ne fait pas de toi un moins bon français ou une moins bonne française, et que ça ne fait pas des gens qui respectent leur tradition et leur religion de moins bons citoyens républicains. En revanche, il faut se placer à la place des personnes qui ont été élevées et qui ont grandi dans un système très laïque, dans une France un peu traumatisée par le fait religieux, et pour qui le fait religieux et la religion, parce que ça vient du catholicisme, est vraiment... c'est presque c'est un sujet extrêmement tabou. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça produit exactement l'effet inverse. C'est même l'effet inverse de ce que la laïcité voulait faire. Parce que le premier article, je crois que c'est celui-ci qui dit qu'elle est censée permettre la pratique de tous les cultes. Et si là, ça me l'empêche au contraire, parce que du coup, je ne peux plus pratiquer comme ma religion me le demande, est-ce que je peux encore être religieux Alors que la limite, c'est celle du danger. La limite, c'est celle du danger, celle du respect à la France. Moi, j'ai aucun problème, etc. Que la laïcité mette certaines limites. Il y a aucun souci. On avait parlé de la circoncision, etc., qui seraient des limites que nous, on n'aimerait pas que la France et que la laïcité dépasse, aille jusque-là, mais qu'elle mette certaines limites sur l'exercice religieux. J'ai aucun souci. Par exemple, sur la polygamie, j'ai aucun problème non plus. Nous aussi, il y a certaines... Il y a certaines adaptations. Sur le fait de battre sa femme, aucun problème. Moi, j'ai bien pris cette pratique. C'est ça, c'est-à-dire que, bon, par contre, quand je reviens... voilà, mais par contre, donc, la laïcité va mettre certains principes, on va les respecter, mais ne croyez pas que grâce à cette laïcité que vous changez, en fait, qui devient une laïcité agressive, qui se veut émancipatrice, que vous allez réussir à créer un système dans lequel on va tous être égaux et libres, etc. La laïcité, elle va pas être émancipatrice, la laïcité, elle va être la laïcité. Et moi, je pense à la campagne là, de Blanquer. Ah oui, on peut mettre peut-être les images sur la campagne sur la laïcité. C'est l'image 31-35 là de l'image 31-35 là, qui est l'image en fait justement de cette campagne de la laïcité. C'est ça la laïcité. Et en fait, on se rend compte que le gouvernement actuel, ou en tout cas Blanquer et son conseil des sages, n'ont aucune idée de ce qu'est la laïcité. Je lis, permettre à Sacha et Nessa d'être dans le même bain, c'est ça la laïcité. Permettre à Eva et Kelija d'être inséparables tout en étant différents, c'est ça la laïcité. Donner le même enseignement à Roman, Elijah et Alex, quelle que soit leur croyance, c'est ça la laïcité. Aucune de cela n'était la laïcité. La laïcité, c'est pas du tout la laïcité qui va émanciper les citoyens qui sont, comme par hasard, des consonances étrangères. Heureusement qu'il y a la laïcité, sinon forcément, on leur donnerait, on les libérait pas, on leur donnerait des histoires à dormir debout de leur religion extrêmement sombre qui les enferme. Heureusement qu'il y a la laïcité pour les émanciper. Non, c'est pas ça la laïcité. La laïcité, au contraire, c'est de dire... permettre à truc de pouvoir pratiquer et penser ce qu'ils veulent tout en étant dans le même endroit. Je pense qu'il y a deux notions qui sont très différentes et que
malheureusement l'État n'arrive pas vraiment à séparer, c'est celle où on se limite soi-même par rapport à sa religion. Moi, je vais rater un cours parce que pour moi c'est une fête religieuse importante, c'est moi qui prends sur moi de rattraper les cours, de me débrouiller avec, de prévenir mon professeur, c'est un handicap qu'on se de donne. ramener, voilà, c'est mon handicap. Bon, ils vont te dire que les parents les forcent et que il faut émanciper l'enfant pour le sauver. D'accord, mais alors à l'université, quand c'est un choix personnel. Mais il y a le cas où le dommage ou la perte que je cause n'est pas que la mienne, et là, elle impacte la communauté extérieure. Et à ce moment-là, comme on pourrait reprendre l'exemple de la polygamie, à ce moment-là, c'est quelque chose qui concerne toute la population parce que ça a un impact autour de soi, dans un système dans lequel ça ne fonctionne pas. Et alors, à ce moment-là, il y a un sens de dire la laïcité, là, prévaut sur la religion. Et dans le cas contraire, non, la religion prévaut sur la laïcité. Et je pense que c'est cette distinction de faire confiance aux gens. Je ne pense pas que quelqu'un de pratiquant ou de religieux soit mal intentionné dans l'idée de « je veux absolument faire de mon système de vie uniquement le système religieux, sinon il n'habiterait pas en France. » Et il serait pas à l'école de la République, il peut très bien être en école privée. Il serait en école privée, c'est-à-dire que si déjà je fais le choix de venir et d'inscrire exactement. mon enfant en école républicaine, c'est justement parce que je veux qu'il soit avec des gens différents. Je sais très bien qu'il va être avec des gens différents, sinon, ou alors après tu peux dire ah mais ils n'ont pas les moyens donc ils vont venir, qu'ils vont essayer de s'imposer. Mais n'empêche que c'est quand même un choix. Mais c'est dans ce cas-là un droit qu'on leur enlève aussi. Oui. Mais c'est vrai que je suis d'accord que le fait de mettre une telle séparation entre le fait religieux et l'école républicaine, ça pousse les gens finalement à inscrire leurs enfants dans des établissements beaucoup plus communautaristes, on peut le dire. Communautaristes et religieux. Et donc du coup, on se retrouve dans des situations dans lesquelles il y a des enfants qui font toute leur scolarité de la primaire au lycée, entourés des personnes qui ont exactement le même culte, la même manière de voir les choses, et qui entrent dans le monde avec une vision extrêmement réductrice et réduite de la manière dont vivent les autres. Moi, je pense qu'il y a un problème. Moi, le problème, c'est que j'ai aussi enseigné en école juive à un moment, et puis ça me rend triste de me dire. Alors, forcément, il y a toujours les activités extrascolaires, mais de voir des gens qui, a priori, n'ont aucune différence, même des gens qui ne sont pas pratiquants, mais qui vont grandir toute leur vie en ayant des amis qui sont du même, alors on peut dire du même milieu social, de la même religion, etc. C'est pour les écoles privées, c'est pareil. Et sans s'ouvrir à d'autres perspectives, je trouve que c'est une grande perte et que l'école républicaine est aussi là pour faire ça, pour qu'il y ait une certaine mixité, quelle que soit cette mixité. Et de l'autre côté, il ne faut pas se mentir, toute cette version-là de la laïcité, cette version un petit peu faussée de la laïcité qu'on a, elle est là pour une seule et unique raison, c'est les musulmans. C'est-à-dire que on a peur de l'islam, on a peur de l'islam parce qu'on identifie l'islam au terrorisme, et on a peur de l'islam parce qu'on identifie l'islam à une forme de menace qui viendrait changer les fondations de la France. Et les tenants de cette certaine forme de laïcité dévoyée viennent et disent cette laïcité doit être une arme, elle doit être utilisée pour émanciper, pour forcer les personnes à rentrer dans ce moule, pour assimiler complètement, elle doit être une arme émancipatrice. Et donc on s'éloigne du modèle de 1905, du modèle républicain, qui lui, le modèle d'Aristide Briand, qui a beau avoir lui signé la loi la laïcité, il donnait de l'argent pour construire la mosquée, la grande mosquée de Paris, et c'est lui aussi, Aristide Briand, qui a signé pour ça. Donc ça veut dire qu'on savait qu'il y a une certaine forme d'adaptation, il y a une certaine forme de tolérance vis-à-vis du fait religieux qui était prévu, et on a l'impression qu'aujourd'hui on est dans une forme de dévoiement de cette laïcité pour taper sur une seule et unique religion. Peut-être une sorte de conclusion un peu idéaliste, mais l'univers dans lequel on est, c'est peut-être cette question-là, c'est peut-être la question idéale à laquelle la laïcité devrait répondre. Si on arrive à rentrer dans un système où quelqu'un de pratiquant ou de religieux ou qui se sent différent se sent le bienvenu à la table de l'école publique, à la table de l'école républicaine, alors on sera capable de dire on est fort dans l'intégration, et c'est le même problème qu'on mentionnait avec l'Afghanistan. Est-ce qu'on est vraiment capable d'accueillir, et pas juste d'accueillir en chiffres, il est rentré dans le territoire, super, on a accueilli, mais d'accueillir vraiment les différences et de les intégrer, et de dire justement, s'ils font partie de ce système et qu'ils se sentent les bienvenus, et qu'on se sent accueilli et capable d'être honnête et d'être ouvert et d'avoir ces discussions importantes, que ce soit sur la religion, sur les pratiques, sur les tenues des filles, sur tous ces sujets-là, alors on rentrera dans un modèle idéal où la laïcité peut fonctionner. Et c'est peut-être la question idéale, c'est celle-là, la réponse, on ne l'a pas encore.
J'ai l'impression que c'était l'équivalent laïque de on attend le Messie. Mais en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues avec nous. Merci Dan, merci Anna, merci Jonathan. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Un petit mot de la fin, Anna? Et un petit mot de la fin. Allez, merci à très à tous. bientôt et Shana Tova. Ciao, ciao. À toi.